Et on est de retour sur les conférences de ce deuxième forum des accessibles, ici depuis le parc des expositions de l'Annester dans l'agglomération lorientaise. Et on va parler pour ce début d'après-midi du sport comme vecteur d'inclusion des personnes en situation de handicap. Alors l'idée c'est de faire du territoire lorientais le référentiel d'un territoire handi-accueillant, pour que chaque citoyen, indépendamment de son handicap tout au long de son parcours de vie, puisse pleinement participer à la vie sociale. Et ça passe aussi par le sport. Le territoire lorientais, le bassin de vie lorientais est un exemple en matière de territoire sportif. Et vous tous œuvrez pour qu'il le devienne en matière de sport inclusif. On est donc avec Bastien Séantier, qui est ici, administrateur de la section Handi Valide du CNL. On est avec Maxime Le Goff. On est avec Erwan Leroux du Yaka Paddle Festival, on est avec Hassan Afsa, le directeur départemental handisport Morbihan, et avec Fabrice Velli, vice-président de l'agglomération chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Alors pour les amateurs ou pour les athlètes de haut niveau, le sport est un vecteur puissant d'inclusion, je venais de le dire, de dépassement de soi et de bien-être pour les personnes en situation de handicap aussi. Il représente non seulement un moyen de maintenir une bonne condition physique, mais aussi un espace de socialisation et de valorisation personnelle. Pour vous, quel lien faites-vous entre le sport valide et le sport adapté? Alors en fait, c'est ce que je disais ce matin en introduction, le projet à cité, la politique que mène Lorient Agglomération vise donc à rendre la cité plus inclusive. Et donc quand on dit ça, on parle de logement, on parle de mobilité, on parle de formation, d'emploi. Les loisirs, le sport, les activités culturelles font partie aussi des éléments de vie de chacun, et puisqu'on parlait de 360 degrés tout à l'heure, on est bien là sur cette thématique-là. Donc le sport, les loisirs font partie de l'inclusion, et c'est là qu'il faut que nous travaillions au niveau de l'agglomération. Dans cette optique-là, il y a plusieurs volets. On vient de lancer, on l'a lancé cette année, la plateforme des accessibles, qui rend visible justement toutes ces activités sportives, loisirs, culturels en destination des personnes en situation de handicap pour donner un certain nombre d'informations. Au-delà de ça, donc le sport, effectivement, donc on est en année olympique, évidemment, donc le sport fait partie des vecteurs d'inclusion, et Lorient Agglomération n'a pas la vocation sportive au sens strict, c'est-à-dire que chaque commune applique la politique sportive qu'elle souhaite, mais l'agglomération, à travers le volet sur le handicap, et aussi sa capacité aussi à proposer des solutions et à mutualiser, donc c'est emparé de cette thématique-là avec la possibilité qui a été faite avec le comité paralympique pour essayer de proposer des formations, des sensibilisations de nos clubs, puisque là on parle de sport inclusif, et chaque commune connaît un certain nombre d'associations qui proposent des activités, plus souvent possible, c'est en général destination des valides uniquement, et là l'idée c'était de dire on a une possibilité de sensibiliser les cadres des associations, les présidents, les responsables associatifs à cette inclusion et à cette ouverture aux personnes en situation de handicap, et donc l'agglomération joue son rôle un peu de conseil, de proposition, de mise à disposition de solutions auprès des communes, puisque chaque commune ne peut pas non plus chacun de son côté chercher des solutions. Donc là, il y avait une proposition qui pouvait être faite, et donc une première opération a été menée là, ces jours-ci, puisqu'il y a eu une formation en deux étapes, une au Bois du Château et puis l'autre à Caudan, avec une mise à disposition. Il y avait 12 clubs qui ont participé, qui ont répondu, qui sont venus. Donc c'est ça un peu, l'idée c'est on est sur l'universalisme de l'inclusion, et donc le sport fait partie de ça, et on est confronté, moi comme maire à Caudan ou dans d'autres communes, on a des difficultés de locaux, on a des difficultés de mise à disposition d'équipements, et quand on rend les choses inclusives, c'est difficile de créer des créneaux, de dire on va libérer un créneau, donc il faut aussi profiter des clubs qui existent pour essayer de les rendre plus inclusifs et s'ouvrir à ces populations. Il y a des fédérations qui sont spécialisées du coup aussi sur cette question. Alors nous, on n'a pas vocation effectivement à remplacer les fédérations. Il y a ça là, je vois le président du comité handisport de 56 qui est devant moi. On est là en accompagnement, on met au service des communes, au service des structures sportives, un certain nombre de moyens et de facilités qu'on peut avoir financières ou surtout techniques d'ingénierie. Donc c'est là qu'on apporte notre compétence, et on essaye de rendre les choses, d'aider nos communes, puisqu'on est l'agglo regroupe 25 communes, on n'est que l'émanation de 25 communes, donc on se doit d'aller au service des communes, et c'est une des opérations qui peut être faite, et ce que vous direz tout à l'heure va dans ce sens-là. Il y a des fédérations qui sont du coup des activités qui sont référencées spécialement en e-sport. Alors là, je suis pas spécialiste de tout ça, parce que ça, je vais laisser mes camarades qui vont en parler beaucoup plus. Nous, on a une vocation de façon générale, c'est-à-dire on donne faciliter le contact, on a 12 clubs qui sont venus, il y en aura probablement d'autres la prochaine fois. C'est des clubs sportifs de toutes sortes. L'idée, c'est de s'adresser à tous,
et de proposer à ces clubs quelques clés, quelques outils pour pouvoir peut-être imaginer différemment leur créneau, imaginer différemment leur fonctionnement pour s'ouvrir à toutes les populations. Et on sait que le sport est moins. Bon, il y a une insuffisance de pratiques sportives de façon générale, et chez les personnes en situation de handicap, c'est encore plus important, enfin c'est plus prononcé. Donc il y a un effort accru à mener en direction des populations, et les communes disposent chacune sur son territoire d'équipements, et il s'agit aussi de réfléchir à l'échelle de l'agglomération en termes de mutualisation. Il y a des équipements qui sont saturés dans certaines villes, qui le sont peut-être moins dans d'autres villes, et c'est là que l'agglo peut aussi essayer de mutualiser, de dire il y a une salle de sport dans une ville qui est peut-être moins utilisée, on va peut-être y développer une activité en sport adapté pour essayer de proposer un service à l'échelle de l'agglo sur une commune en particulier. Il ne s'agira pas de faire dans chaque commune tout, parce que c'est pas possible, on peut pas c'est pas raisonnable de le dire, mais en tout cas il faut qu'on essaie de mutualiser et de proposer de mettre les 25 communes en ordre de marche pour trouver des solutions pratiques, sans forcément augmenter les équipements, parce qu'on n'a pas les capacités financières de faire ça. Donc il faut essayer de mutualiser, de trouver des solutions avec ce qu'on a. Et avec un vrai rôle de faciliter, en tout cas la visibilité des différents acteurs qui sont avec nous et à qui on va donner la parole. Eux, ils en parleront beaucoup mieux que moi, mais l'idée, c'est de fédérer. On a des réseaux, on connaît les élus, on travaille avec eux tous les jours. Donc c'est ça qu'il faut qu'on fasse, et ce qu'on a commencé avec les clubs qui fonctionnent bien et qui demandent aussi que ça, de pouvoir s'ouvrir. Ils vont pas tous à la même vitesse, hein. Vous avez des clubs qui vont être plus moteurs, qui vont être plus entreprenants. À nous de répondre à ces demandes, et puis après ça va diffuser auprès des autres. Merci, à vous, je dois vous libérer, c'est ça ? Je vous libère, merci Fabrice Velli pour cette introduction. Et on va rester tous les 5 ensemble. Je vais vous donner la parole du coup à Senafsa. On vient de l'aborder du coup avec Fabrice Velli. Il y a un vrai rôle à jouer de référencement, un vrai rôle à jouer pour poser les jalons finalement d'un sport inclusif. Vous êtes du coup le directeur départemental handisport Morbihan. C'est avec vous qu'on vient référencer ces sports et ces pratiques qui sont handisport. De quelle manière et comment ça fonctionne ? Alors, il y a plusieurs possibilités en fait d'identifier l'offre de pratique. Hein. Il y a une structuration fédérale. Aujourd'hui, la Fédération française handisport et le comité départemental handisport existent depuis 1983 sur le département, à vocation d'accueillir des personnes en situation de handicap moteur et sensoriel et de les accompagner vers des clubs pour pouvoir pratiquer une activité sportive quelle qu'elle soit, sur une pratique loisir et compétitive. Le comité s'est professionnalisé en 2007, et depuis 2007, en fait, on a une explosion des solutions proposées. Donc on a une identification fédérale qui existe, la Fédération française handisport. Alors on va parler aussi de nos collègues historiques, de la Fédération française sport adapté, qui s'occupe plus du handicap moteur, du handicap intellectuel et des maladies mentales, handicap psy, qui ont aussi pour vocation d'accompagner la pratique sportive et qui ont eux aussi la possibilité d'accompagner les personnes vers une offre sportive de territoire. Depuis plusieurs années, on n'est pas les seules fédérations à porter la question du handicap. Ouais. La fédération de voile porte la question du paravoile. La fédération de badminton porte le parabadminton. Et chaque fédération qui a la délégation vient intégrer le public en situation de handicap dans une pratique inclusive, mais aussi vient faire ce repérage de structures permettant l'accueil des personnes en situation de handicap. Donc là, on est sur l'offre, en tout cas l'identification par les fédérations sportives. On a depuis l'année dernière une plateforme qui s'est constituée au niveau du département. Le conseil départemental a mis une plateforme qui s'appelle Aidant Morbihan, sur laquelle on a la possibilité de s'identifier comme club para-accueillant, comme structure permettant l'accueil des personnes en situation de handicap, avec des typologies. On peut très facilement pouvoir faire le tri et le filtre sur cette plateforme-là. Il y a une deuxième plateforme encore qui existe au niveau national qui s'appelle HandiGuide. Donc les clubs sont invités, qui accueillent des personnes en situation de handicap, à pouvoir s'y inscrire et donc permettre aux personnes qui recherchent une activité de pouvoir s'y rendre et trouver une solution facile à proximité de leur lieu de vie. Ça reste toujours la question primordiale quand on veut accueillir du public en situation de handicap, c'est cette question de mobilité, et plus on a de kilomètres à faire, plus c'est un frein à l'accès à la pratique. Donc trouver une solution au plus proche, c'est ce référencement qui y participe. Et le HIT, là, depuis de Lorient Agglo, a mis en place une dernière plateforme plutôt locale à destination du territoire Lorient Agglomération, sur lequel les structures associatives, clubs, peuvent s'identifier pour pouvoir avoir de la visibilité. Et voilà. Et donc c'est un petit peu comme ça que le maillage se fait, en tout cas sur la partie identification de l'offre.
Et est-ce que l'inverse est possible aussi? Est-ce que du coup on peut se rapprocher d'une fédération et déclarer justement son handicap et dire voilà dans quelle situation je me retrouve et comment vous pouvez m'intégrer? Deux possibilités. Soit le club souhaite accueillir et vient nous rencontrer et nous dit bon, ben voilà, j'ai envie de porter un projet, et nous on l'accompagne dans la structuration, l'accompagnement administratif, l'accompagnement financier parfois, le prêt de matériel, Ouais. et la formation des éducateurs sportifs ou des bénévoles pour permettre un accueil de qualité. Ça, c'est une première entrée. La deuxième entrée, c'est bien sûr le pratiquant, l'usager, qui a un souhait de pouvoir prétendre à un accès à une activité sportive quelle qu'elle soit. Et là-dessus, bien sûr, nous, on essaye de faire cet accompagnement au mieux. Donc, on est sur de l'accompagnement individualisé. On collecte la demande. Est-ce que c'est plus un sport individuel, un sport collectif, un sport sur l'eau, un sport sous l'eau? Voilà, on essaye de faire un peu le filtre, le lieu de vie, le bassin de vie. Et ensuite, on va faire parfois, quand c'est nécessaire, un accompagnement individualisé sur les premières séances pour faciliter cette première barrière en fait. Rentrer dans un club, c'est jamais évident. Encore plus quand on est en situation de handicap, on rentre dans un microcosme qui est déjà organisé. C'est déjà difficile pour les personnes sans handicap. Quelqu'un qui a des besoins particuliers, c'est encore plus difficile. Donc parfois, nous, on vient faciliter ce premier accueil, cette première entrée en physiquement accompagnant la personne. Alors, je vois Maxime Le Goff qui acquiesce quand vous présentez justement cette façon d'accueillir. Vous faites partie d'Autisme Aide 56 et vous pratiquez le sport de combat. Oui, en effet, je pratique du karaté Shotokan et du kobudo. Kobudo qui est un art martial un peu méconnu, mais on pourrait le transcrire facilement comme étant du karaté avec des armes issues du monde agricole japonais. Et donc c'est très complémentaire, ces deux arts martiaux. Et donc je pratique ces arts martiaux depuis l'âge de 7 ans. Et même si ça ne se voit pas, j'ai un handicap qui est l'autisme. Et donc je suis autiste type Asperger. Et donc je dirais que ce handicap depuis ma naissance, puisque c'est génétique, ça ne s'attrape pas. Et le sport m'a vraiment aidé à m'accomplir dans pas mal de domaines. Ça m'a canalisé, ça m'a structuré, ça m'a appris l'ordre, la discipline, l'envie de perfectionner tout ce que je faisais, puisque le karaté, le kobudo, c'est ça, c'est la perfection du mouvement, des gestes. Donc moi, ça m'allait très bien. Je pense que ça peut être également très utile à d'autres porteurs d'autisme et d'autres porteurs de handicap. D'autant qu'en plus c'est un art martial qui structure, qui a peut-être pas forcément besoin de beaucoup d'aménagement, mais il faut réussir à franchir la barrière, oser. Bon, c'est sûr, on pense sport de combat, on se dit est-ce qu'on peut faire du combat en ayant un handicap, mais c'est beaucoup plus que ça. Les arts martiaux, c'est l'esprit aussi qui travaille. Et je pense que quand on a un handicap, l'esprit il est fort, et donc si on peut encore plus le transcender au travers d'un sport, d'un art martial, c'est chouette. Et comment justement vous êtes entré dans cette fédération? Comment vous avez poussé la porte du club de karaté du coin, quoi? Oh, ça s'est fait... J'étais tout jeune, je dis souvent, j'avais vu à la télé un film avec des personnes qui pratiquaient des arts martiaux, c'était du karaté il me semble, et ils brisaient des planches avec les mains. Donc j'ai envie de faire la même chose. Bon, j'avais 7 ans à l'époque, et donc du coup j'ai tanné mes parents pour qu'ils m'inscrivent à un club de karaté. Bon, au final, j'ai jamais cassé de planche avec les mains, mais j'ai découvert beaucoup mieux et beaucoup plus. Ça m'a accompagné et puis ça m'a apporté de la résilience dans des épreuves difficiles de ma vie, au-delà de l'autisme. C'est vrai que j'étais harcelé au collège de par mes différences. J'ai aussi perdu ma mère assez jeune, à l'âge de 16 ans, des suites d'un cancer. Donc des épreuves de la vie qui ont été assez difficiles, mais je me suis relevé derrière. Et puis là aujourd'hui, je suis vice-président d'Autisme Aide 56. Je fais beaucoup de sensibilisation à l'autisme et j'essaye de sensibiliser à ce handicap très méconnu. Il y a beaucoup de retard en France sur la prise en charge de l'autisme, je tiens à le rappeler. Et donc c'est aussi la raison de ma présence aussi aux accessibles là, pendant ces 2 jours et à cette table ronde là. Et voilà, donc le handicap et le sport en tout cas peuvent se marier très bien. Vous dites justement qu'il y a un retard
d'acclimatation, en tout cas d'accueil et de compréhension face à l'autisme. Est-ce que ça a été facile du coup d'intégrer un club de karaté, d'intégrer la fédération? Est-ce qu'il a fallu batailler? Est-ce qu'il a fallu faire de la pédagogie? Est-ce qu'on vous a accueilli sans aucun souci? Alors, il se trouve qu'à l'époque, en fait, où je suis rentré dans mon club de karaté, donc à l'âge de 7 ans, je n'étais pas encore diagnostiqué. J'étais diagnostiqué en fait bien plus tard, à l'âge de presque 28 ans. Okay. Mais le handicap était déjà là, était déjà présent, et c'est vrai que ça n'a pas forcément toujours été très simple. Mais pour moi notamment, parce que j'avais aussi des difficultés moi à m'intégrer, et j'ai dû faire beaucoup d'efforts là-dessus. Mais à côté de ça, ça restait un art martial qui était quand même assez adapté en fait à mon fonctionnement. J'avais besoin de ça. Et en fait, j'ai eu cette chance-là de tomber assez rapidement sur le sport, sur l'art martial qui me convenait. Mais je pense à beaucoup de personnes autistes ou en situation de handicap qui en fait doivent s'essayer à plusieurs sports, et parfois c'est pas facile, même pour une personne qui n'a pas de handicap. Trouver le sport adapté, c'est parfois long. Faut tester plusieurs sports, plusieurs pratiques, et avec un handicap c'est encore plus compliqué, parce qu'effectivement c'est jamais facile de s'intégrer à un moule, à une nouvelle structure. C'est du social aussi. Le social chez les autistes, c'est pas facile, c'est pas la compétence où ils brillent le plus. Et quand ils sont pas adaptés, quand ils sont pas accompagnés, quand il n'y a pas d'adaptation pour eux, c'est encore une barrière supplémentaire pour eux. Alors que le sport, d'un côté, peut vraiment les aider à canaliser leurs humeurs. Enfin, c'est vraiment plein de vertus, et qui aujourd'hui leur sont encore trop souvent hors de portée, parce qu'il n'y a pas forcément toujours les adaptations nécessaires. Mais heureusement, il y a des structures qui permettent quand même permettent quand même cette approche, ce rapprochement en fait entre les deux. Mais il y a encore du travail. L'inclusion, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais elle n'est pas encore complète, elle n'est pas encore partielle, elle n'est pas encore partout. Et il faut continuer, il faut mettre les bouchées doubles. Il y a encore beaucoup à faire. C'est le rôle justement de HIT, d'aller toujours plus loin dans l'inclusion. Vous le dites, parfois compliqué de trouver le bon sport, la bonne pratique. Hassan Hafsa, ça fait partie des chantiers à venir aussi pour la Fédé Handisport, de se dire il va falloir qu'on rende visible de plus en plus les sports, et de les rendre finalement palpables entre guillemets, quoi, de savoir vers quel sport on peut aller, comment on fait. C'est de la visibilité, bien sûr. C'est bien sûr de la visibilité, et c'est aussi faire connaître ce que fait et propose le territoire. Il y a énormément de choses qui sont faites sur le territoire. Et qui sont parfois méconnues des familles, des proches. Tout à fait. Sur cette partie expérimentation, on a développé, nous, à la Fédération Handisport, depuis maintenant 5 ou 6 ans, un projet en fait, à destination du public jeune. On le sait, plus on va pratiquer tôt, plus on va garder en fait, dans son parcours de vie l'activité sportive comme partenaire. C'est le cas de Maxime, du coup. Et c'est ça, oui, tout à fait. Et donc, dans l'entrée en pratique, c'est qu'est-ce que je vais trouver qui va me permettre de pouvoir m'épanouir. Depuis 5 ans, on a développé en fait, ce qu'on appelle des écoles multisports à destination du public en situation de handicap moteur et sensoriel sur 2 territoires, Pays de Lorient et Pays d'Auray. L'objectif étant de pouvoir proposer des cycles d'activité pour des jeunes en situation de handicap qui ne se retrouvent pas en fait dans le milieu ordinaire. Et la question de la pérémulation, dans ce temps-là, en fait, des jeunes en situation de handicap qui vont se retrouver avec d'autres qui ont des particularités, ou alors des ressemblances en fait, avec leur propre profil, permettent de pouvoir trouver une place plus facilement. Alors c'est pas quelque chose qui est déconnecté, ces écoles de sport. On n'est pas des handicapés dans un coin et contre handicapés. Non, c'est pas le cas. On prend le temps de travailler en fait avec des clubs qui vont nous accueillir, des clubs ordinaires, qui vont nous accueillir en fait sur un cycle de 6 séances. L'objectif il est triple. Le premier, c'est découvrir une activité sportive pour le public jeune. Le deuxième, c'est de pouvoir découvrir le handicap pour la structure accueillante. Et en fait, le troisième, c'est de pouvoir, à un moment donné, faciliter ce travail d'inclusion. Le travail d'inclusion, il se décrète pas. Il se co-construit. On le fait avec le CNL. On a des cycles d'école de sport avec le CNL, sur l'activité voile. L'objectif, c'est d'aller dans un club, découvrir l'activité. Ça te plaît, tant mieux. Ça te plaît pas, on passe à autre chose. Et on a cassé ces premières barrières, ces premiers filtres qui sont parfois un frein de se dire est-ce que ça va être le bon sport.
quand on s'engage dans une activité, on s'engage pour 10 mois. Et voilà, 10 mois, c'est compliqué de lâcher une adhésion pour un sport qui ne va pas forcément nous plaire. Alors, pas forcément que le sport, ça peut être aussi le cadre du club qui peut ne pas nous correspondre. Donc ces écoles de sport, c'est un vrai projet. Depuis très longtemps, le comité départemental a vocation de prioriser la pratique des jeunes. On a aussi la pratique des adultes qui est en cours de développement avec bien sûr des journées découvertes et de promotion. On travaille avec des comités départementaux sportifs partenaires ou des clubs sportifs pour caler une journée découverte et les personnes viennent découvrir une activité, 2, 3, 4 et voilà, s'autorisent à venir pratiquer une activité qui sera adaptée. Depuis 2 ans, on a développé ce qu'on appelle également des cycles sport-santé. Là, on va parler des personnes qui sont très très éloignées de l'offre sportive, qui ne s'autorisent pas à aller faire du sport. Et donc, à la même manière que ce que se fait les maisons sport-santé, nous, on va proposer des cycles sport-santé adaptés au rythme de chacun pour des personnes en situation de handicap. Pour que chacun puisse pratiquer, quoi. Pour que chacun puisse pratiquer à son rythme. C'est des cycles de 12 séances qui te permettent de pouvoir aller découvrir plusieurs sports. Avant tout, c'est déjà se redécouvrir dans une activité physique. On n'est même pas sur une activité sportive, on est vraiment sur du bouger pendant 1 heure avec d'autres personnes. Et donc là, il y a des cycles d'activités qui sont sur Lorient. On a un club partenaire qui propose ça sur le CEP à Lorient, mais on a aussi une offre sportive sur Vannes et sur Auray. Donc voilà, l'objectif, c'est aussi d'aller toucher les personnes qui sont très éloignées de la pratique, de par leur situation physique, mais de par aussi leur degré de handicap et de dépendance. On va travailler dans les établissements médico-sociaux parfois pour des personnes qui sont difficilement intégrables en milieu ordinaire, et on va leur offrir en fait la possibilité d'avoir des cycles d'activité. Et là, on appelle ça le sport en établissement. Donc plusieurs offres de découverte sportive qui permettent à tout à chacun de pouvoir s'autoriser. Enfin, j'aime bien ce terme, c'est s'autoriser à pratiquer l'activité sportive, quoi. C'est peut-être franchir les portes finalement et se dire on y va comme tout le monde et on pratique du sport, quoi. Il y a également un autre volet qui vous permet de développer et de rendre accessible cette pratique, c'est le volet du projet ambassadeur. De quoi s'agit-il ? Alors, projet ambassadeur, c'est un projet qui a été initié il y a 3 ans. L'objectif était de rebondir un peu sur cette thématique des Jeux olympiques et paralympiques qu'on accueillait sur le territoire national. Et on s'était dit, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait, comment on pourrait rebondir sur cet événement et avoir un héritage derrière. Donc on a constitué un petit groupe avec nos partenaires du comité départemental du Finistère et comité départemental de Savoie handisport. L'objectif étant d'aller toucher du public 11-17 ans sur un projet sur 2 ans. L'objectif étant de pouvoir se former à l'encadrement de l'activité, pas que, mais aussi à la démarche de projet, à l'engagement citoyen. On est à la limite entre le champ du sport, mais aussi de l'éducation populaire. C'est comment tout à chacun s'autorise, même en situation de handicap, à s'impliquer dans un projet pour prendre des responsabilités. Responsabilité financière, responsabilité de communication, responsabilité de dirigeance de projet. Et l'objectif, c'était de remplacer, ou en tout cas venir renforcer les bénévoles et préparer en fait les bénévoles de demain. Donc on est vraiment sur un projet éco-responsable, éco-citoyen, de territoire, d'engagement qui a duré 2 ans, qui a impliqué à la fois un groupe de jeunes, mais aussi les familles qui sont entièrement impliquées sur le projet. Donc là, sur le département, on avait 7 familles. Sur les 7 familles, on a la moitié qui risque de s'engager dans le mouvement sportif en tant que bénévole demain. On a une commission jeune qui va se créer là aux prochaines élections avec un objectif que ces jeunes puissent accompagner d'autres jeunes en situation de handicap. On est vraiment sur cette notion de pair et danse, que d'autres, les jeunes allaient dans leur structure club, dans leur structure d'accueil collectif de mineurs, dans le cadre de leur municipalité, au collège, pour aller parler du handicap, pour aller parler de leur parcours, des difficultés qu'ils avaient rencontrées, parfois ou pas, de l'intégration bienveillante qu'ils avaient reçue. Et l'objectif, c'était vraiment de créer un petit peu chez ces jeunes-là cette envie de venir porter la parole de la personne en situation de handicap, comment la pratique sportive et comment la Fédération Handisport les a accompagnés dans leur construction personnelle. Et voilà, on a eu des super résultats parce qu'on a des personnes qui ont grandi
en l'espace de 2 ans qui s'autorisent à prendre la parole devant une assemblée, qui se permettent de porter un projet de pourquoi pas devenir bénévole dans un club demain. Ouais, donc on a les familles aussi et les parents. C'est un projet qui a été initié il y a 2 ans, la partie family, parce que la personne en situation de handicap, elle n'est pas seule. Il y a un entourage, elle vit dans un environnement et depuis 2 ans, on intègre toute la famille dans le projet handisport avec des family days, des journées dédiées, et on a des parents qui souhaitent être un petit peu dans cette transmission de parents à parents. En fait, plus largement, l'idée c'est de mettre tout le monde au sport, très clairement. Alors pas qu'au sport, l'activité physique. Ouais, dans une activité physique, mais aussi dans un engagement, parce qu'en fait, il n'y a pas que le sport, il y a tout ce qu'il faut autour. Hein. L'associatif, il faut un trésorier, il faut un secrétaire, il faut des porteurs de barrières, il faut quelqu'un qui tient la buvette. Et ça, c'est la vie associative et le mouvement sportif. Ça reste quand même une vie associative en premier lieu. On a brièvement évoqué les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Ça a été justement un vrai vecteur en matière de dynamisme pour favoriser la pratique du sport, que ce soit de la pratique classique, ordinaire, de la pratique adaptée. Vous l'avez senti, vous aussi, du coup, ce gap et cette visibilité plus accrue qui a permis à plus de personnes de se sentir concernées par l'activité physique. Alors, on a toujours des barrières encore à lever chez les personnes. On a aussi cette question de la barrière de la mobilité, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent pratiquer une activité, mais il faut y aller à cette activité. Et aujourd'hui, on a encore beaucoup de travail sur ces questions de aller vers l'activité. Quand c'est pas très loin de chez toi, c'est facile, on fait un saut de puce, on prend le vélo, mais des fois c'est beaucoup plus loin. Quand il faut prendre les transports en commun, quand il faut se balader. Quand on est dépendant des transports PMR, tout ça, c'est encore des contraintes qu'il va falloir lever. Et je pense qu'il y a plein de partenaires sur ces 2 jours-là qui sont prêts à y réfléchir pour trouver des solutions. Oui, bien sûr que la visibilité des Jeux a été énorme et on a eu beaucoup de demandes à cette suite. On va voir comment on va pouvoir répondre à tout le monde, et parce que la question, encore une fois, c'est pas juste j'ai envie de faire du sport, c'est quel type de matériel tu as besoin, où est-ce que ça sera, est-ce que tu as des possibilités ou pas. Enfin voilà, c'est tout cet accompagnement on passe pas juste à Decathlon pour acheter une paire de baskets pour se mettre au sport. Parfois il faut un petit peu plus de matériel qui est onéreux, donc il va falloir le trouver. Enfin, voilà. Donc on espère avoir encore le soutien des politiques et des financeurs. Le monde de l'entreprise s'implique aussi dans la dimension financement pour l'accès des personnes en situation de handicap. On espère que l'héritage de 2024, ça soit ça. On se donne encore les moyens de continuer derrière. Sur la partie compétitive, c'est Los Angeles en 2028, Brisbane en 2032. Ça sera 5% de la population pratiquante en activité sportive de notre fédération. Faut penser aux 95 autres pourcents qui restent sur une activité loisir et qui vont pas en compète qui vont pas en compète et qui n'auront pas cette visibilité là, quoi. En parlant de compète, on a une course de bateau qui vient de s'élancer il y a quelques heures, 2-3 jours. Le Vendée Globe, justement, on est un territoire maritime, on est un territoire où la voile, ça parle. Bastien Séantier, vous êtes du coup au CNL, le Centre Nautique Lorientais. Vous avez créé une section handi valide, c'est ça ? Alors oui, effectivement, je suis arrivé sur le territoire il y a une dizaine d'années, et en arrivant sur le territoire, je voulais reprendre la voile. Donc le CNL m'a ouvert ses portes et il s'est avéré que la première expérience que j'ai eue, c'est de monter sur un équipage habitable handi valide. Et j'ai découvert ce mouvement qui m'a fait découvrir plein de choses. Et ça m'a tellement emballé que finalement, 1 an après, j'étais administrateur de la section. Et à partir d'un équipage sur un habitable, on a construit toute l'équipe, une section qui accueille tout type de handicap sur des supports adaptés de voile et qui permet à chacun de venir et de pouvoir pratiquer comme il le souhaite dans un vrai mouvement d'inclusion. On parle de tous les handicaps. Dans la section actuellement, on a des personnes en situation de handicap moteur, en situation de handicap sensoriel. On a des personnes en situation de handicap psychique, donc vraiment une large gamme de handicaps. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que dans cette section, on est aussi transgénérationnel.
C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui ont une vingtaine d'années jusqu'à des pratiquants qui sont seniors autour de 70 ans. Donc c'est vraiment une belle section qui accueille tout le monde dans l'inclusion. Au CNL, voilà, vous avez eu cette volonté de vraiment mixer les populations dès le début. Alors dès le début, c'était dans le projet. Tout le monde dans le même bateau, quoi. Elle était facile. Dans le même bateau, ouais, très facile, mais très vrai. C'était important pour moi que cette section inclue tout le monde, qu'il n'y ait plus de différence, qu'on réussisse à faire en sorte que tout le monde puisse avoir les sensations qu'on a en faisant une navigation, notamment au travers de la voile. Et je pense qu'on a plutôt bien réussi ce projet. Dès le début, du coup, Hassan, vous avez été à leur côté, il y a eu des interactions avec le comité départemental? Oui, très vite. On a pris le bateau. Avec l'ancien salarié, on avait commencé à faire des expérimentations. Alors, pour la petite histoire, en fait, quand le CNL s'est engagé dans la pratique, la part à voile, l'activité était encore à la Fédération Handisport. Elle a glissé après Rio à la Fédération de voile. Et donc, du coup, dès le Parce début... qu'il y a ce dossier-là aussi. Il y a des fédérations qui intègrent et des fédérations qui n'intègrent pas, et c'est vous qui intégrez. C'est ça. Tout à fait. C'est comme ça, on est bon. Nous, on porte un maximum d'activités. On a 22 disciplines en compétition à l'international qui sont présentes aux Jeux Olympiques, pour qui on a délégation d'organisation des championnats de France et représentés à l'international. Et après, il y a d'autres fédérations qui prennent cette compétence d'accueil. Et donc, comme la voile l'a fait en 2016. Et donc, on a accompagné le CNL. On a envoyé des personnes en stage très très vite chez les jeunes. Et l'objectif, c'était de pouvoir aussi accompagner la structure. Alors, elle était déjà très très autonome parce que c'est un gros club. On avait quelques pratiquants dans leur activité qui étaient autonomes, et nous l'objectif c'est continuer, même si ils ne sont plus, on n'a plus la délégation de la voile, de pouvoir être présent et les soutenir en fait dans leurs projets et les projets portés, quoi. Vous le disiez en préambule, de réussir à travailler tous ensemble, de continuer de travailler ensemble pour partager l'expérience, pour partager la visibilité, pour partager les échanges et se refiler un peu aussi les contacts. Si vous avez des personnes qui frappent à votre porte pour dire on aimerait faire de la voile, on peut mettre en relation, c'est facile et c'est un peu l'objectif. On enlève le filtre parce que la solution facile c'est de dire allez voir le comité départemental de voile et qui orientera vers le CNL. Nous l'objectif c'est de pouvoir donner une solution tout de suite, immédiate, rapide, avec des personnes qu'on connaît et donc voilà, donc là c'est beaucoup plus facile de passer en direct. Et pourquoi, Bastien, vous avez vraiment tenu à ce que ce soit une section handi valide et pas juste une section handi d'un côté et une section valide de l'autre? Alors c'est ma vision des choses, hein. Je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça, mais je pense que en fait en naviguant ensemble, on réussit à s'apporter mutuellement énormément de choses. On peut aider une personne en situation de handicap, mais en retour, elle nous renvoie énormément de choses. Et ça fait que finalement, le groupe progresse ensemble. Et je pense que cette émulation est vraiment importante et fait que on peut se sentir bien dans un endroit où finalement, comme on le disait tout à l'heure, il faut se donner l'envie d'aller tester une activité. Et je pense que finalement, quand on a des personnes qui sont autour de nous, et je pense qu'au CNL, ça se passe plutôt bien, finalement, le handicap s'estompe un peu. Et on est tous dans le même bateau. Pour revenir sur cette expression, elle est tellement vraie. Je pense que c'est là où on partage du plaisir, c'est là où on partage une activité, c'est là où on se transmet des choses. Et pour moi, c'était très important, comme je disais dès le départ, que ce soit dans cette politique et l'envie de la section. Et du coup, en fait, on ne remplit pas de fiche de renseignement en arrivant. Chacun se débrouille un peu et déclare son handicap s'il a envie de le déclarer. Exactement. En fait, les gens arrivent, vous ne savez pas ni quoi ni comment. Quand les gens arrivent, on ne sait pas s'ils sont en situation de handicap ou pas. Et si on s'aperçoit, on découvre le handicap quand ils arrivent. Donc effectivement, c'est une approche. Alors on a eu de la chance. Je tire mon chapeau aux 3 coachs qui nous ont accompagnés depuis 6 ans sur cette section, parce qu'ils ont vraiment eu aussi une approche extrêmement bienveillante vers le public qui était accueilli. Quel qu'il soit, on dit, ou valide.
des personnes qui n'ont jamais navigué, des personnes qui ont déjà navigué. Et leur approche a fait que finalement on se sent bien et qu'on navigue avec plaisir. Et que si on a envie d'aller un tout petit peu plus loin, on peut aussi faire de la régate, de la compétition. Donc ça a vraiment été un travail. Et je salue encore une fois le travail de nos coachs qui nous aident vraiment à développer la section, à faire en sorte que tout le monde se sente bien. Et preuve que ça fonctionne, j'ai noté des chiffres, mais je les ai notés trop petits. En 2017, il n'y avait pas de bateau, 3 personnes en situation de handicap et 2 autres personnes valides. Et en 2024, vous aviez donc un coach, 13 bateaux, 30 personnes inscrites et un peu moins de la moitié en situation de handicap. Pour le coup, ça a été assez fulgurant. Oui, effectivement. Alors ça a été un travail comme on l'a dit avec le réseau, grâce notamment au CDH qui nous a accompagnés et qui nous a permis de rencontrer des personnes en situation de handicap. Mais ça a été aussi un travail des cadres, des coachs, des navigants, non seulement d'aller dans le réseau de la régate Handivalide, qui est aussi un choix et qui est un des leviers pour découvrir le réseau, mais aussi d'aller à la rencontre de toutes les fédérations, de rencontrer d'autres associations du territoire, de réseauter. Et ce travail fait effectivement qu'à la fin, on a réussi à construire quelque chose qui s'est largement développé et qui nous permet aujourd'hui d'être à peu près autonome et, comme je le disais tout à l'heure, d'accueillir toutes les situations de handicap au sein de la section. Et on s'était rencontrés lors d'une compétition au mois de juin ou juillet de cette année. Mois de mai, c'est ça, j'ai 2 mois d'avance. Et si je me rappelle bien, il y avait un gros sujet de financement et vous avez encore et toujours besoin de soutien financier, notamment pour acheter des bateaux, pour avoir du matériel. Vous en parliez tout à l'heure, des moyens financiers, Hassan. C'est une vraie question, encore plus peut-être au CNL. En gros, c'est pas une question. On sait tous qu'on a besoin d'argent pour avancer et structurer et faire en sorte de développer. Maintenant, effectivement, c'est un enjeu. C'est un enjeu qui est critique, qui nous permet d'assurer la sécurité des navigants sur des supports qui sont de bonne qualité, d'assurer le développement d'une section, d'avoir un semi-rigide, d'entretenir les bateaux, d'avoir des places de port pour qu'on puisse être le plus accessible possible. Bref, effectivement, on a besoin d'argent. Alors après, cet argent, on le trouve comme tout le monde, un peu comme on peut, par notre réseau, par les institutions, par du mécénat de temps en temps. Enfin, et voilà. On n'arrivera pas à demander tout à une seule personne, donc il faut multiplier au maximum les sources de financement, ce qui permet d'asseoir une activité et de faire en sorte, si ce n'est qu'elle se développe, en tous les cas qu'elle se maintienne à un certain niveau. Donc nous, au CNL, en tous les cas, on a été dans une phase de fort développement ces dernières années, c'est sûr. Là, on est dans une période où effectivement on poursuit le développement, mais où on essaye de stabiliser aussi un peu les choses pour que ce soit pérenne. C'est clair que financer un coach qui est là à l'année et qui fait des activités toutes les jours de la semaine, puisqu'il accueille notre section, bien sûr, mais on développe aussi des activités vers les instituts spécialisés, que ce soit CESAD, IME. Donc on fait des cycles pour accueillir jeunes et moins jeunes en situation de handicap. On réalise également l'accueil de public, donc dernièrement une section pour les étudiants de l'université en situation de handicap. Donc on élargit au maximum aussi les publics et ça se fait pas sans argent. Ça se fait pas comme ça en claquant les doigts. Ça se fait pas comme ça. Donc voilà, c'est le nerf de la guerre, mais je pense que tout le monde en est convaincu autour de cette table, mais aussi dans l'audience. Et c'est clairement l'enjeu pour maintenir une activité de qualité et assurer en toute sécurité les activités qu'on propose. On va rester sur l'eau justement avec votre voisin
de table ronde. Erwan Leroux, vous êtes le président du le coprésident du Yaka Paddle Festival, le président du Monde de Yanaël. Et alors, encore plus qu'OCNL, vous avez fait une compète avec des paddles où là, clairement, on a cassé toutes les barrières. Ouais, exactement. Alors, je suis vice-président. Vice-président, pardon. J'ai dit quoi, Busnel coprésident, c'est ça? Qui a créé le Monde de Yanaël, qui est à l'origine du Yaka Paddle Festival. Et donc, le Yaka Paddle, c'est un événement qu'on organise fin août. Et sur une journée, on organise une course de paddle qui a vocation à être inclusive. Donc, on a 3 objectifs. Premier objectif, c'est un festival, donc c'est de faire la fête. Donc, il y a des concerts sur l'eau, une quarantaine de bateaux avec des groupes de musique. Et la deuxième ambition, c'est de mettre sur l'eau des personnes qui sont en situation de handicap pour qu'ils puissent participer pleinement à la course et à la fête. Et puis le dernier objectif, c'est de lever des fonds pour financer des projets qui sont liés au handicap. Et je vais être honnête avec vous, avant de préparer cette conférence, je ne savais pas que le Yaka Paddle était inclusif et que vous jouiez sur cette carte-là. Donc pour le coup, ça veut dire que le pari auprès du grand public est réussi. Et ouais, alors ce qui est assez magique dans cette journée-là, c'est que tout à l'heure, on disait, dans la dimension d'inclusion, on a la volonté d'inclure les personnes en situation de handicap. Et dans le Yaka, j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse. C'est que je dirais que le mouvement est venu avec des personnes en situation de handicap et du coup, c'est presque les valides qui sont joints et ça fait une journée qui est assez magique. Et en fait, on se rend pas de la compte vie de tous. finalement on se rend pas compte de cette inclusion, on se rend pas compte Ouais. de cette mixité, elle est naturelle. C'est un peu Exact. vers ça dont vous aimeriez tendre, j'imagine, au CNL. Oui, et je pense qu'on est proche en tous les cas si on n'a pas atteint cet objectif. Vous y arrivez, ouais. Concrètement, cette compète Yaka Paddle Festival, c'est toutes les fins août. C'était le 25 août dernier, c'est ça. Derrière, il y a une autre association à laquelle elle vient en aide, le Monde de Yanaël. Exactement, alors c'est dans cette dynamique, le Monde de Yanaël a été créé par les parents de Yanaël, l'association a pris de l'ampleur et un jour sur une rencontre, il y a Frédéric et Christophe qui se sont rencontrés en disant si on lançait ce projet sous la casquette Le Monde de Yanaël. Et en 2 mois, il y a eu 250 participants à la première édition, 500 la deuxième, 650 la troisième. Et donc on s'est dit, faut qu'on structure cet événement. Et donc on a créé l'association Le Yaka. Et donc le Yaka, c'est de créer une enveloppe qui peut être Yaka Festival, mais ça peut être Yaka Courir, Yaka mettre sa marinière qu'on a fait aussi au mois d'août. Exactement. Donc l'idée c'est de dupliquer et que chacun puisse utiliser cette entre guillemets cette enveloppe pour faire pour mener le projet qui a du sens pour lui. Derrière, il y a 3 grands objectifs, le Yaka Paddle Festival. Il y a aussi la volonté de professionnalisation. Et ouais, ça vu que ça grandit, faut on a tous un peu ces enjeux de structuration, d'organisation. Et donc ça fait partie de nos défis à venir de mieux s'organiser, de mieux structurer et pour accueillir toujours plus de personnes en situation de handicap pour participer à... Ça veut dire quoi concrètement? Devenir un vrai gros événement professionnel, mais vous êtes déjà un événement bien organisé, bien chapeauté, même si une association derrière. Professionnel, c'est professionnel avec les participants. C'est ça, la question. C'est ce que je vous la pose, et du coup, c'est dans quelle mesure? Alors ça, cette année, on était une épreuve qualificative pour les championnats du monde, pour les féminines. Donc c'est-à-dire qu'il y avait les meilleures féminines françaises qui étaient sur la ligne de départ. Et donc c'est ce mélange auquel on tient, c'est de du haut niveau, et puis de l'inclusion en parallèle sur la même course. On fait de l'inclusion, on fait de la fête, mais on fait aussi de la compète, quoi. Ouais, exactement. C'est un peu l'idée. C'est une volonté aussi au niveau de l'UBS, notamment de mixer nautisme et handicap. Il y a des vrais sujets là-dessus. Alors oui, effectivement, à partir de l'expérience acquise lors de cette construction de section handivalide au CNL, ça permet d'être confronté à plein de sujets et plein de limites auxquelles on est confronté quand on développe quelque chose. Et donc au travers de ce projet transversal nautisme et handicap, l'idée c'est de proposer les compétences de l'UBS pour pouvoir lever tous ces freins à la pratique. Alors je dis tous, bien entendu, vous savez bien qu'on ne réussira pas à tous les lever, mais en tous les cas c'est d'identifier avec les partenaires du territoire quels sont les sujets prégnants et les plus importants pour eux, pour essayer de les accompagner, que ce soit au niveau de la recherche ou de l'innovation, pour faire en sorte que l'accessibilité de ces activités nautiques se développe et qu'on accueille de plus en plus de personnes en situation de handicap sur le territoire de l'Orient. Vous le dites, on n'arrivera pas à les lever, ou en tout cas pas à les lever tout de suite et tous en même temps, donc vous y allez au fur et à mesure. Il y a d'ailleurs un sujet actuellement en cours de recherche ou de travail, c'est des fauteuils adaptés à bord des bateaux, c'est ça ?
Alors effectivement, on a plusieurs sujets qui ont été lancés depuis Ça, c'est en lien avec le Cowork un It. an, mais notamment dernièrement, effectivement, un jeune PMR est venu sur un projet avec son père naviguer au Centre nautique de Lorient. Et donc les supports qu'on propose pour des doubles, c'est un bateau qu'on appelle le Hansa, qui est un petit bateau double de 3 mètres sur lesquels les navigants s'assoient sur un hamac. Et forcément, pour une personne qui n'a pas de tonus du tronc, c'est extrêmement difficile de se maintenir sur le support. Et donc, on travaille actuellement pour développer un siège adaptable pour ce jeune qui puisse s'adapter à sa morphologie, à sa croissance, pour le maintenir plus droit sur le bateau, éviter qu'il glisse lorsque le bateau gîte et donc faciliter sa navigation. Donc ça, c'est un des sujets sur lesquels on travaille avec un consortium assez large, puisqu'il inclut effectivement Cowork It, avec qui on travaille sur les développements techniques, les matériaux et l'impression 3D. Mais c'est aussi un travail avec les instituts médico-sociaux locaux, avec le CESAP de Lorient, avec un petit peu CARPAP. Et puis c'est aussi des associations avec des pieds et des mains, avec le CNL et l'université qui amène ses compétences techniques pour le développement de ce siège. Donc un nouveau frein débloqué. Un nouveau frein. Alors, petit à petit. Voilà, on avance petit à petit. L'idée, comme je l'ai dit, c'est d'identifier les besoins sur le territoire, de faire en sorte que ça se développe et qu'on amène des solutions. Pour donner un exemple, il y a quelques semaines, il y avait le festival Les Aventuriers de la Mer. Le 11 octobre, l'UBS organisait une journée dédiée au nautisme et au handicap. Donc on a présenté l'après-midi nos projets de recherche lancés, notamment ce projet de siège qui a donné une idée à une autre association du territoire avec qui on est rentré en contact et qui va prochainement être contacté par Cowork It pour trouver une autre solution adaptée à son support pour un siège, là encore, pour faire naviguer des personnes en situation de handicap. Donc voilà, on réseaute, on développe et petit à petit, on trouve des solutions qui permettent d'inclure un maximum de personnes et de permettre la navigation. Alors, vous avez compris que moi, je suis parti de la voile, parce que c'est ce que je connaissais le plus. Maintenant, l'objectif, c'est de s'ouvrir au sport nautique de manière plus générale, et notamment, je reparle de cette journée du 11 octobre, où la matinée était dédiée aux associations locales, où on a parlé voile, mais aussi plongée, canoë-kayak, surf, paddle. Donc voilà. Est-ce qu'on peut mettre la coque sur un paddle, justement? Faut voir là. Je m'en rends pas compte. Mais tout est possible quand c'est on jouable. Tout est possible. Après, chaque situation. Alors là, je vais encore une fois enfoncer des portes qui sont grandes ouvertes. Tout le monde sait que chaque situation est particulière, qu'on peut pas, que c'est extrêmement difficile de développer des solutions qui s'adaptent à tous. À tout support, etc. Donc, effectivement, en analysant ce qui se passe sur le territoire, les différents besoins, petit à petit, on essaye de voir, nous, peut-être UBS, de manière plus éloignée et donc plus globale, un sujet pour essayer d'avoir des solutions qui s'adaptent à un maximum de personnes. Mais clairement, il faudra, suivant le support, suivant le handicap, adapter chacune des solutions au cas particulier. Et vous le disiez encore, là on parle de handicap visible, donc c'est peut-être même plus simple d'y travailler. De votre côté, Maxime Le Goff, vous tenez vraiment à souligner le fait qu'il y a une vraie complexité sur les handicaps cognitifs, les handicaps invisibles, où pour le coup on part pas de rien, mais il faut quand même user de plus de pédagogie quand on veut pratiquer, quand on veut adapter un sport. Ah oui, effectivement, en plus, les chiffres sont assez parlants, 80% des handicaps sont des handicaps invisibles. Donc c'est vrai que si on exclut d'emblée tout ce qui ne se voit pas, on exclut beaucoup de monde, beaucoup de personnes en situation de handicap. Donc l'autisme, un handicap cognitif également, donc un handicap invisible. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile parce que moi je me rappelle, quand dans mes premières années,
quand j'ai eu beaucoup de réflexions assez désagréables sur le fait que je faisais que ce que j'avais envie de faire, que j'étais feignant, que je n'étais pas motivé, que je m'investissais pas assez, que je prenais pas d'initiative. Mais en fait, c'était le handicap qui était là en fait et qui me bloquait, mais de manière invisible. Ça se voyait pas, ça se comprenait pas, et ça a été vraiment une barrière. Aujourd'hui, mon diagnostic d'autisme il est posé. Je peux expliquer aux gens mes particularités, et donc c'est beaucoup plus facile. Mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes qui ont des handicaps invisibles et qui parfois même ne le sachent même pas. Moi, mon diagnostic est tombé tard. Parce qu'il y a un retard en France sur l'autisme, mais il y a un retard général dans beaucoup d'autres handicaps, notamment donc, les handicaps qui concernent la tête, handicaps psychiques, handicaps mentaux, handicaps cognitifs comme l'autisme. Et oui, il y a un travail à faire. Et ben, dans le sport aussi, il faut intégrer ces personnes-là et ne pas douter. Personne n'utilise un handicap ou n'invoque un handicap pour ne pas faire ou pour faire moins. Les difficultés, elles sont là, elles sont réelles, elles doivent être prises en compte. Et c'est comme ça que les choses vont s'améliorer. Et le sport est un formidable vecteur pour faire société. Et je trouve d'ailleurs excellent de marier ensemble les personnes valides et les personnes en situation de handicap, parce que faire société, c'est être avec tout le monde, avec l'ensemble des personnes qui constituent le pays, qui constituent la cité. Et ça c'est bien aussi. Et dernière question pour conclure, c'est quoi votre conseil pour que des personnes puissent se dire, allez, je vais déclarer mon handicap à une salle de sport, à un organisme, parce que j'ai envie de faire ce sport-là. Comment on déclare son handicap? Est-ce que vous avez... C'est jamais simple. En plus, ça dépend du handicap, ça dépend de la personnalité. C'est vrai que c'est jamais facile. Mais déjà, si les structures sont sensibilisées, les structures sportives, si elles sont sensibilisées aux différents types de handicap, ça va déjà faciliter le dialogue, ça va faciliter l'ouverture. Voilà, il faut abattre les préjugés, les clichés. Sensibiliser, montrer que voilà, les handicaps, c'est les handicaps visibles, les handicaps moteurs, mais c'est des handicaps sensoriels, c'est des handicaps mentaux, cognitifs, psychiques. Expliquer ce que c'est, montrer qu'il ne faut pas en avoir peur, que c'est pas forcément dangereux d'avoir ces personnes-là avec soi, qu'il y a des possibilités, il y a des adaptations qui existent. On peut se creuser la tête justement pour trouver des solutions. Et souvent en trouvant des solutions, non seulement on découvre des personnes géniales, mais on invente des choses, on innove. Et voilà, le monde aujourd'hui sera, en tout cas je pense, beaucoup plus heureux pour tout le monde, en incluant tout le monde. Et il faut aussi arrêter en France de vouloir trop institutionnaliser, mettre de côté les personnes qui ont des différences parce qu'on les pense incapables de tenir dans la société. Non, elles sont capables de tenir avec quelques adaptations, mais elles sont capables, et parfois même elles montrent même davantage de résilience que les personnes valides, parce que elles affrontent des choses au quotidien qui sont pas toujours simples. Plus combattantes, quoi. Voilà, c'est ça. Eh bien, merci. Ouais, vous pouvez l'applaudir. Merci pour cette belle conclusion. Ou sinon, vous faites comme Erwan Leroux, vous mettez tout le monde à l'eau d'un coup et puis advienne que pourra, quoi. C'est un peu ce qui s'est passé au Yaka Paddle Festival, quand même. Et un peu, ouais. Ouais, c'est un peu ça, quand même. C'était un peu l'idée. Merci en tout cas à tous les quatre. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez les applaudir.